Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va donc couvrir l'actualité du MotoGP. On a donc 4 sujets. J'espère que dans l'ensemble vous allez très bien, que vous passez donc une bonne journée, une bonne soirée. Bref, bon, on va pas plus parler, hein. Évidemment pensez à vous abonner, à lâcher un petit like si vous voulez soutenir la chaîne ou cette vidéo. Bref, on est directement parti. Et on commence donc cette vidéo par un très gros sujet. On va donc revenir sur le cas Pedro Acosta. Alors si vous avez raté ça, Pedro Acosta en 2024 doit monter en MotoGP dans le giron KTM. Le problème c'est que dans le giron KTM, on a déjà 4 pilotes et il n'y a pas de place pour Pedro Acosta. Alors un temps, on a l'impression que chez KTM, on a voulu avoir une troisième équipe, mais malheureusement ça ne s'est pas fait et du coup on se retrouve complètement bloqué. Et je voulais donc commencer par les déclarations qu'on a pu avoir de Pedro Acosta sur son avenir. Et clairement, il nous fait comprendre qu'aujourd'hui, au vu de la situation, c'est même pas impossible qu'il reste en Moto 2. Il a déclaré « Je dois savoir où je vais aller piloter l'an prochain et où je serai. Peut-être que je vais rester une année de plus en Moto 2. » On ne sait pas, il y a deux directions. Je n'apprécie pas vraiment l'idée de refaire une année en Moto 2, mais il faut être réaliste. Si on peut monter en MotoGP, on peut. Si on ne peut pas, ce n'est pas possible. Moi, je fais au mieux mon travail, je ne peux qu'attendre. Et il termine en disant « J'espère aller en MotoGP, mais je ne sais rien. » Peut-être à Valence. Alors on pourrait donc imaginer que Pedro Acosta puisse peut-être faire une année de plus dans l'équipe Peugeot en Moto 2, sauf qu'il y a aussi un petit problème, c'est que maintenant il a été remplacé dans l'équipe Moto 2. Et oui, l'équipe Peugeot a donc signé Vietti et Honshu pour l'année prochaine. Donc si jamais Pedro Acosta venait à continuer en Moto 2, ça ne serait pas dans l'équipe qu'il a actuellement. Et ça serait encore une fois quelque chose de complètement fou. Alors sur cette partie, si vous voulez mon avis rapide, je ne peux pas imaginer que Pedro Acosta ne monte pas en MotoGP en 2024. Surtout que s'il reste en Moto 2, ça veut dire qu'il ne serait plus dans le team Peugeot, il faudrait trouver une autre équipe. Ça voudrait dire aussi qu'il y aurait peut-être des chances que Pedro Acosta, ensuite quand il monte en MotoGP, ça soit dans une autre équipe. Je ne peux pas imaginer que KTM risque de perdre Pedro Acosta. Donc je pense concrètement, au vu du crack qu'il est, il y a de grandes chances quand même qu'il soit le champion du monde Moto 2. Je pense qu'on va lui faire une place en MotoGP, mais le problème c'est toujours la même question, qui on va tout simplement enlever chez KTM? Et finalement ça pourrait être tout simplement le pilote rookie Augusto Fernandez. Et oui, c'est ce nom qui est ressorti après le Grand Prix de Motegi et on a l'impression que toute la presse, tous les journalistes semblent d'accord avec ça. Apparemment, KTM aurait donc choisi d'évincer, de virer entre guillemets donc Augusto Fernandez de l'équipe KTM GasGas pour faire donc une place à Pedro Acosta. Augusto Fernandez aurait donc un statut assez particulier, il serait donc pilote test aux côtés donc de Dani Pedrosa et il serait aussi donc un pilote remplaçant. Il pourrait donc aussi apparemment faire des wildcards au cours de la saison. Alors combien on ne sait pas, il y a eu des rumeurs au moment où on nous parlait d'essayer de faire 12 wildcards au cours de la saison, mais on a l'impression que le MotoGP n'ira pas jusqu'à 12, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui le maximum de wildcards au cours d'une saison c'est 3, on parle de possiblement arriver à 6, donc bon, on verra comment ça sera donc pour 2024, on verra combien de Grands Prix pourra faire Augusto Fernandez en tant que pilote wildcard, mais bon, c'est bien lui apparemment donc qui va être mis sur la select. Je vous donne encore une fois donc mon avis assez rapide sur la question et j'attends pas mal le vôtre. Moi je trouve ça vraiment scandaleux. Voilà. Évidemment que le choix est compliqué chez KTM. Évidemment que d'enlever Paul Espargaro, d'enlever Jack Miller, ce sont des choix qui sont très difficiles. Mais Augusto Fernandez, il est rookie. Et encore une fois, on va donc enlever un pilote rookie chez KTM avec Rémi Gardner, pardon. Alors c'est vrai que Rémi Gardner avait des problèmes de performance, a eu probablement, on a l'impression en tout cas des problèmes aussi de comportement, il y a eu aussi des tensions avec son agent, donc il s'est passé certaines choses et donc on a cassé la relation. Bon, c'était déjà un petit peu limite, mais il y a quand même des explications à pourquoi ça a fini comme ça. Là, Augusto Fernandez, il va très bien, c'est un très bon pilote, il n'y a aucun problème de comportement, il fait de superbes performances en tant que pilote rookie, allant chercher vraiment de très bons résultats et c'est lui qu'on va mettre du coup sur la touche. Je sais pas vous, et encore une fois, peut-être qu'il y a aussi d'autres raisons si on venait peut-être à mettre donc Augusto Fernandez du coup sur la touche, mais moi je trouve que c'est vraiment une décision que je trouve pas super, voilà, pour essayer de rester globalement poli. Donc après, évidemment que c'est normal qu'on veuille faire monter Pedro Acosta pour les raisons que je vous ai dit, et puis il y en a sûrement beaucoup d'autres, c'est logique de vouloir Pedro Acosta en MotoGP, évidemment que c'est un énorme crack, et évidemment qu'on attend énormément de lui, et qu'on espère que dans le giron KTM, il pourra aller chercher de très beaux résultats en MotoGP, on parle de lui comme potentiellement le futur Marc Marquez, donc je comprends que KTM veut faire absolument monter du coup Pedro Acosta en MotoGP, mais Augusto Fernandez, selon moi,
moi, ne mérite pas ça. Donc voilà, sur le cas KTM Pedro Acosta, je vous ai donné un petit peu les informations, mais aussi les dernières rumeurs. Bon, peut-être que ça évoluera. On a eu quand même Pol Espargaro, on a eu Jack Miller. Là, maintenant, on a de nouveau Augusto Fernandez. Peut-être que dans un mois, on reparlera de Pol Espargaro ou de Jack Miller. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, je vous ai donné les dernières informations qu'on a pu avoir aujourd'hui, après donc le week-end de Motegi. Et je me répète, on verra comment cette histoire continuera au fil des prochaines semaines et mois à venir. Allez, pour deuxième sujet, on va parler de quelque chose de beaucoup plus positif. Bon, je pense que vous n'avez pas raté ça. En 2022, on avait fait pas mal de vidéos où on critiquait globalement les audiences et la popularité d'un point de vue général du MotoGP. C'est vrai que les audiences n'étaient pas très bonnes, que ce soit les gens devant la télé, entre guillemets. On avait beaucoup moins de spectateurs et c'était une situation qui était quand même assez inquiétante. En 2023, on a essayé de nouvelles choses, on a essayé d'apporter un nouveau format, justement avec l'arrivée des courses sprint. Et il faut bien l'avouer, d'après les chiffres qu'on vient d'avoir donc du MotoGP, les audiences sont en forte hausse, on a beaucoup plus de spectateurs et ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors déjà les chiffres que je vais donc vous donner, ce sont les chiffres d'audience et de fréquentation des 12 premiers Grands Prix de cette saison 2023. On a donc déjà appris que les audiences télévisées des week-ends ont maintenant une augmentation de plus de 20% par rapport à la saison 2022. Les courses sprint ont eu donc aussi un impact notable, surtout donc sur la journée du samedi. On parle d'une impressionnante hausse de 51% des audiences pour cette journée, tout le long des 12 premiers Grands Prix. Pour le dimanche, pour la course du dimanche, on ne nous donne pas spécialement de chiffres, mais on nous dit aussi qu'il y a eu donc une forte augmentation moyenne sur ces 12 premiers Grands Prix. On a donc parlé des audiences télévisées, maintenant on va passer à l'affluence sur les circuits, les spectateurs donc qui ont aussi fortement augmenté. On nous déclare donc que la fréquentation du MotoGP s'est non seulement rétablie en 2023, mais a également augmenté par rapport à 2019 qui était la saison avant le Covid et avant globalement la crise du MotoGP. On a donc eu une hausse de la fréquentation sur le week-end entre 2022 et les 12 premiers Grands Prix de la saison 2023. Sur les 11 Grands Prix pour lesquels les données sont disponibles, tout sauf un ont connu une augmentation significative de la fréquentation. On parle de temps fort de plus de 80% et 60% pour certaines épreuves. Près de la moitié sont en hausse de plus de 30%. On nous a sorti aussi un chiffre totalement massif, le nombre de personnes totales qui sont donc venues voir un week-end de MotoGP et on parle donc d'1,6 million de personnes sur ces 12 premiers Grands Prix, ce qui est un record absolu pour le MotoGP. Bon, voilà les quelques petits chiffres que j'ai pu vous tirer. C'est vrai qu'on parlait aussi du Grand Prix du Mans qui a battu le record du nombre de fréquentations et on parle, si je ne me trompe pas, d'environ 20% d'augmentation par rapport déjà à l'année dernière, quand on sait que le Grand Prix du Mans était déjà l'un des Grands Prix les plus remplis avec le plus de monde. C'est impressionnant de voir quand même encore 20% d'augmentation. Bref, je suis extrêmement content moi personnellement de ces chiffres. Alors évidemment qu'on le sait tous, le sport c'est très important qu'on ait des spectateurs, qu'on ait de l'audience, qu'on ait de l'affluence. Donc c'est très important que le MotoGP aille mieux, surtout au vu des dernières saisons qui ont été très compliquées. Le Covid a fait très mal, mais on a pu voir par exemple qu'en 2022 les chiffres étaient vraiment alarmants. Là ça fait du bien d'imaginer, d'entrevoir quand même un futur plus radieux. Maintenant, je le répète, on a eu l'arrivée des courses sprint. Je pense que c'est vrai que c'est un format qui a permis de dynamiser un petit peu les audiences. Mais moi, je continue de penser que c'est pas la course sprint qui va permettre d'avoir une audience qui est pérenne sur le très long terme. Il va falloir quand même que le MotoGP change certaines choses assez importantes pour faire en sorte qu'on ait toujours plus d'affluence et toujours plus d'audience télévisée. Mais c'est bon, voilà, c'est déjà vraiment positif. Il y a déjà de très bonnes premières bonnes choses. On a fait le bon premier pas. J'espère maintenant qu'on va continuer. Allez, on va continuer avec nos deux derniers sujets. Je tiens à vous le dire, on va parler encore une fois un petit peu de rumeurs et dans les prochaines vidéos, il y aura aussi de nombreux sujets qui vont être concentrés sur des rumeurs. Alors je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ça et j'en suis désolé, mais c'est vrai que ces derniers temps on a énormément de rumeurs. C'est pour ça qu'au sein des vidéos j'essaie de vous mettre des informations concrètes comme par exemple là les audiences, mais aussi des rumeurs pour que tout le monde soit content quand il regarde donc une vidéo. J'espère donc que dans l'ensemble ça va vous plaire. Bref, on va donc parler un petit peu de Fabio Di Giannantonio. Et oui, Fabio Di Giannantonio pourrait donc bien continuer en MotoGP. Alors attention, pas chez Gresini. On le sait, il y a maintenant donc de grandes chances que Marc Marquez signe chez Ducati Gresini et on va en parler juste après avec les propos de Gigi Dall'Igna. Mais bon, en tout cas, Fabio Di Giannantonio, on sait que ça va être compliqué pour lui de continuer en MotoGP, mais il se pourrait donc qu'il trouve un endroit où il pourrait donc rebondir et c'est tout simplement chez LCR Honda. Alors là, vous allez me dire, mais attends, pour 2024, on a Johann Zarco, mais aussi donc Takahaki Nakagami chez LCR Honda, il n'y a pas de place, du coup, pour Fabio Di Giannantonio.
Antonio. Donc comment ça va se passer? Et bah c'est très simple, si Marc Marquez venait possiblement donc à partir de l'équipe Honda Usine, qu'il rejoignait donc l'équipe Ducati Gresini, il se pourrait donc que Johann Zarco monte on va dire en grade et passe dans l'équipe Usine, ce qui laisserait donc une place dans l'équipe LCR, l'équipe satellite, et donc Fabio Di Giannantonio pourrait donc rejoindre Honda. Alors ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais Fabio Di Giannantonio justement en a parlé de cette possibilité de rejoindre LCR Honda. Il a donc déclaré: je m'entends avec tout le paddock. Alors si cette opportunité LCR Honda se présentait, je la saisirais sans hésiter. Honda souffre, mais c'est l'un des plus grands constructeurs de motos au monde et l'impasse ne durera pas éternellement. On comprend donc quand même que si Fabio Di Giannantonio parle de cette possibilité, c'est qu'il y a quand même quelque chose de concret, de faisable derrière tout ça. Moi, si vous voulez mon avis rapide sur la question, je préférais que l'équipe satellite de Honda devienne donc le Team Asia, la continuité du Team Asia qu'on peut par exemple donc retrouver en Moto 2, avec par exemple donc pour 2025 deux japonais, Ai Ogura et Takaaki Nakagami. Moi, je trouve que ça serait un beau projet d'avoir donc une continuité dans les petites catégories jusqu'au MotoGP pour l'équipe du Team Asia, pour les pilotes du Team Asia, que ce soit donc des Japonais, mais aussi par exemple donc des Thaïlandais. Bref, on aurait vraiment une continuité jusqu'au MotoGP. Alors juste là, c'est le Rémi du montage. Je vous rajoute qu'on a déjà techniquement une moto entre guillemets Team Asia, une moto sponsorisée par Idemitsu. C'est la moto de Nakagami. Mais là, ce que moi je veux vous dire au sein de ce sujet, c'est vraiment avoir une équipe totalement Idemitsu, une équipe totalement entre guillemets Team Asia pour vraiment avoir une continuité complète et pas juste une moto. Et je trouve que ça serait vraiment très beau du point de vue d'un constructeur japonais comme Honda. Maintenant, on le sait aussi pour Fabio Di Giannantonio, c'est quand même assez compliqué. Il a fait quand même aussi des petits résultats assez intéressants. Regardez là son week-end de Motegi, il est vraiment très bon. Il y a de très bonnes choses. Maintenant, on voit que c'est quand même pas l'un des meilleurs pilotes au monde. Il est quand même sur la Ducati. Alors c'est vrai que c'est la Ducati de 2022, mais ça reste quand même une extrêmement bonne moto. Et Fabio Di Giannantonio n'est pas un pilote qui est souvent aux avant-postes quand même. On voit par exemple Alex Marquez qui vient juste d'arriver, qui découvre cette moto et souvent et pratiquement majoritairement devant quand même le pilote italien. Donc je me dis quand même, est-ce que Fabio Di Giannantonio vraiment mérite entre guillemets de rester en MotoGP? Maintenant vous savez la question de mérite dans le sport professionnel, c'est un peu illusoire, mais je me dis quand même que peut-être que d'autres pilotes mériteraient un peu plus, entre guillemets, d'aller chez LCR, par exemple donc des pilotes Moto 2. Maintenant, on le sait que pour la majorité du plateau Moto 2, maintenant c'est re-signé pour 2024. Donc pourquoi pas quand même imaginer donc une année, par exemple, pour Fabio Di Giannantonio dans l'équipe LCR, surtout que ça voudrait dire que Johann Zarco se retrouverait dans l'équipe Usine. Moi, personnellement, je signe tous les jours. Bon, et pour continuer sur le giron Honda, on arrive donc à notre tout dernier sujet. Bon, vous avez pas raté ça, Marc Marquez doit normalement bientôt nous annoncer sa continuité de carrière. Est-ce qu'il va donc rester chez Honda ou est-ce qu'il va casser son contrat pour aller signer chez Ducati Gresini? Bref, on a quand même pas mal, encore une fois, de questions. On devait normalement avoir la réponse avant le week-end de Motegi ou pendant le week-end de Motegi. Précisément, ce qu'avait dit Marquez, c'est qu'il devait normalement donner sa décision entre le week-end en Inde et entre le week-end de Motegi. Bon, malheureusement, on n'a donc pas eu ces déclarations. Il prend encore un petit peu plus de temps. On nous parle maintenant du week-end de Mandalika. Donc, on verra bien. En tout cas, on a Gigi Dall'Igna qui a donc parlé de cette possible venue de Marc Marquez. Et pour moi, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Gigi Dall'Igna, le patron donc du programme de Ducati, l'un des hommes les plus importants de la marque, a donc déclaré: Marc a été l'un des pilotes les plus forts de l'histoire. Alors le fait qu'il veuille fortement monter sur une Ducati ne peut faire que plaisir. C'est le commentaire le plus important que je peux faire. Il a décidé de quitter une Honda pour monter sur une Ducati non officielle. Ce qui, à plus forte raison, souligne le fait qu'il veut notre moto et cela ne peut que faire plaisir. Mais là, on a quand même l'impression avec ses propos que là, Gigi Dall'Igna vient presque d'officialiser l'arrivée de Marquez. Alors tout de suite, il essaie vite de faire machine arrière en disant c'est ce que j'ai entendu. Mais clairement, il n'y a pas encore d'officialisation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a un contrat compliqué à rompre, dans l'éventualité, clairement, où il voudrait le rompre. Il me semble que les déclarations qu'il a faites sont celles-là. Et, de notre point de vue, cela fait plaisir. Et rappelez-vous, on a souvent dit dans le giron Ducati que l'arrivée de Marquez pourrait être plus un problème pour l'équilibre de l'équipe. Et on a toujours
sensiblement le même discours, mais il a évolué. On nous a donc déclaré, encore une fois, hein, c'est Gigi Dall'Igna qui parle, son arrivée est complètement à définir et à évaluer, car il n'y a pas encore d'officialisation. J'ai seulement commenté les déclarations que Marc a faites sur notre moto. J'aime bien parce qu'il insiste, hein, il insiste. Bref, cette année, nous sommes encore concentrés sur le championnat qui a encore beaucoup de choses à dire. Mais assurément, Marc est un pilote encombrant pour de nombreuses raisons. Et il y a la préoccupation qu'il puisse casser un certain équilibre. Mais là, on a une petite évolution dans le discours. Il a déclaré « Cela, éventuellement, ferait partie du jeu et ce sera à nous de le gérer ». Bon, alors je sais pas ce qu'il faut totalement ressortir des propos du Gigi Dall'Igna. Certains peut-être continueront de penser qu'il y a un doute. Certains diront maintenant c'est sûr, Marquez signera chez Ducati. Moi je vous avoue que je suis toujours un petit peu dans le flou et je sais que Marquez a vraiment énormément d'amour pour la marque japonaise et je pense que c'est très compliqué de quitter Honda. Surtout qu'il faudrait aussi casser son contrat. On part pas non plus de la meilleure des manières. Je pense que ça reste toujours très compliqué de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a une envie d'aller sur l'une des meilleures motos du plateau, voire la meilleure moto du plateau? Évidemment. Je pense que évidemment Marquez a envie d'essayer la Ducati, a envie de rouler sur la Ducati, mais il y a donc un mais, et ce mais il est quand même assez important. En tout cas, on a l'impression que tout doucement les choses commencent à évoluer, à avancer, et j'espère qu'on aura donc très rapidement la décision de Marquez, qu'il ne faudra pas encore attendre une semaine et demie. J'ai hâte que tout ce feuilleton s'arrête, et j'ai hâte surtout d'avoir la décision de Marc Marquez. On aura donc évidemment aussi une vidéo qui en parlera si Marquez vient donc à officialiser son départ ou sa continuité chez Honda. Et là, je pense qu'on aura aussi une nouvelle fois énormément de choses à dire parce que ça serait quand même, si départ il y a, quelque chose d'assez énorme pour le MotoGP. Bref, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère donc que dans l'ensemble, elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.